Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, nous parlons pour parler, bien sûr, mais aussi pour rencontrer. J'ai le singulier honneur d'accueillir Jeannette Bertrand. Jeannette, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Jeannette Bertrand, quand on regarde toute votre carrière, et c'est tout un dossier à compulser, ce qui nous frappe, et ce qui frappe à peu près tout le monde, c'est la coexistence. Vous êtes comme une petite rivière entre les Alpes. Il y a des sommets dans votre carrière. Vous avez fait énormément de choses, mais vous restez toujours avec une modestie inaltérable qui n'est pas du tout feinte. Je vous regardais tantôt en arrivant ici avec la même courtoisie, la même gentillesse, prête à faire cette émission-ci. Cette coexistence-là, qu'est-ce qu'il y a au cœur de ça? C'est que je me prends pas terriblement au sérieux, que je pense que j'ai un talent très ordinaire. Mon plus grand talent, c'est peut-être de savoir écouter les autres et d'aimer partager, mais je suis pas, j'ai pas de génie, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je suis pas quelqu'un d'ordinaire non plus, mais je me prends pas pour une autre, c'est tout. Mais est-ce que c'est bien sûr, parce que vous vous prenez pas pour une autre, mais est-ce que c'est bien sûr que vous êtes si ordinaire que ça? Parce que quand vous avez fait des choses, vous aviez conscience d'être la première à les faire, vous avez vu que les gens venaient à votre rencontre, ça vous a porté, non, ça? Pas quand je les faisais. C'est par après, toujours avec du recul, que je me disais, mais je suis une avant-gardiste. Ou bien quelqu'un me le disait. T'es une avant-gardiste. Je disais, ah oui, ah c'est vrai. Ah ben gardons ça, c'est vrai. Moi, je fais des choses instinctivement, intuitivement, qui partent toujours de moi. Je me dis, moi, ça m'intéresse. Quand j'ai fait Comment Pourquoi, j'avais des adolescents. Je voulais savoir des choses. J'avais besoin. Or, je me disais, si je fais une émission de télévision, ils vont tout engager ce monde-là pour moi, des psychologues, des médecins. Je vais tout savoir, puis en même temps, je vais en faire profiter les autres. C'est ça, ma vie. C'est une sorte d'égoïsme ou, en fait, d'amour de soi ou d'estime de soi. Une sorte de recherche aussi. Moi, on ne s'attendait pas à rien de moi. J'étais une fille. On ne s'attendait pas à ce que je devienne premier ministre du Canada, ni même du Québec. On s'attendait à rien. On s'attendait à ce que je sois une mère de famille. Et puis, je suis devenue quelqu'un par ma curiosité. Mais par définition, l'avant-gardiste, il est au-devant de l'armée, donc il est seul, il n'a pas de modèle. Et ça prend à la fois du talent et du jugement, pas seulement de l'inconscience. Non, mais je pense que ça prend... Vous parlez de curiosité, mais prenons cette première chronique que vous avez eue, que Jean-Charles Harvey vous a confiée dans le temps au Petit Journal. Il n'y avait pas un peu de colère? On dit, elle réglait ses comptes avec... Oui, mais je me disais pas, je suis la première à faire ça. Opinion de femme, c'était ma colère parce que j'étais née fille et que je m'apercevais qu'il n'y avait pas de place pour les filles, nulle part. Et que je me disais, pourtant, je ne suis pas sotte. Comment ça se fait que je sors de l'université en lettres, je m'en vais pour me trouver du travail dans les journaux, dans les grands journaux, et qu'on ne me regarde même pas, qu'on ne m'essaye même pas, qu'on ne me donne même pas une chance, qu'on rit, qu'on dit qu'est-ce que tu viens comme tu toi. Alors que si ça avait été un garçon à ma place, on l'aurait sûrement demandé de faire ses preuves. Pas moi, parce que j'étais une fille. J'étais en colère d'être une fille. Je le suis encore. Et cette colère-là, vous n'étiez sûrement pas la seule femme à ressentir le rôle secondaire dans lequel on cantonnait les femmes. Mais vous dites, je vais transformer la situation. On vous offre une chronique, elle aurait pu être banale, votre chronique. Mais vous dites, vous faites à un moment donné un jugement très précis. C'est ça qui m'intéresse. C'était une opinion de femme sur les hommes. J'avais des comptes à régler avec mon père, avec mes frères. Avec les hommes, j'avais des comptes à régler, je les ai réglés. Et l'écriture, pour moi, ça a toujours été une thérapie. Je pense que je vais vivre très vieille, vous n'avez pas fini de moi, avec moi, parce que je fais ma thérapie constamment. Moi, je suis toujours pas en colère, je suis toujours fâchée contre des choses, contre l'ignorance, contre l'intolérance, contre le racisme, contre le sexisme. Et alors, j'écris. Mais il y a aussi beaucoup, ça c'est indéniable, quand on voit tout ce que vous avez fait, on ne peut pas être aussi créateur sans avoir une grande sensibilité. Alors quand vous exprimez, vous commencez justement sur ce ton-là, la colère et l'indignation, votre père, vos frères, ceux contre qui vous réglez des comptes, ils vous en veulent, ça vous blesse. Est-ce qu'il n'y a pas un enchaînement là? Ils m'en veulent pas. Moi, j'en veux une situation. J'en veux un paternalisme qui a existé, qui existe encore, que seuls les garçons doivent faire des études, seuls les garçons peuvent réussir. Seuls les garçons sont intelligents, seuls les gens qui ont fait leur cours classique ont droit de parole. En fait, j'étais une fille qui pensait qu'il pouvait avoir une place au soleil quelque part. Et j'en avais difficilement. Alors, j'ai fait ma place
à côté, en femme. Et Et j'ai haï ça, mettre des gants blancs. Et à aucun moment, vous n'avez la tentation de rentrer dans le rang, l'épuisement du guerrier, l'épuisement de l'avant-gardiste? Non. Non. Donc, je c'est pense quelque que chose je vais vous être une pousse vieille, une panthère grise. Je vais être une panthère grise. Et à quel moment sentez-vous que tous les autres vous rejoignent? Parce que vous faites cette chronique-là, par exemple, vous recevez du courrier. Ouais. Je sens que j'ai rejoint des gens quand je les rencontre sur la rue, dans les magasins, quand je fais mon épicerie, et qu'il y a une femme ou un homme qui se détache du groupe et qui vient me dire tout bas, bon, comme hier, il y a un homme qui m'a dit vous m'avez fait accepter mon homosexualité. Bon, ça, c'est très fréquent. Je dis toujours, je m'en souviens pas. Moi, comment j'ai fait ça? Comment, pourquoi? Il y a je sais pas, il y a combien? 30 ans de ça. Ah oui? Je m'en souviens pas. Ou bien une femme qui vient de me dire, bon, merci, continuez. On a besoin de vous. Mais c'est ça qui me fait continuer. C'est ça qui me fait voir qu'il y a eu du chemin de fait, mais je ne l'ai pas fait pour ça. Et qu'est-ce qu'on met, parce que c'est une société très conventionnelle à l'époque, qu'est-ce qu'on met dans vos roues comme bâton pour vous entraver? Quelle est la pression? Il y en a sûrement eu une. Qu'est-ce qui arrive? C'est pas un triomphe, tout ça. Ça doit être quand même un peu problématique. Bon, on me snobe. On me dit Alain Courrier du Cœur, on rit de moi. C'était le snobisme. Radio-Canada m'a boudé pendant des années. Je n'ai jamais été invitée aux affaires publiques parce que j'ai jamais parlé la langue de Radio-Canada. C'est revenu, je pense, ça a changé. J'ai évolué moi-même et je pense que moi, je trouve que il y a un pas énorme qui a été fait dans tous les sens. Mais de toute façon, c'est pas les reproches dont vous parlez aujourd'hui, on les trouverait ridicules. On se dit, mais voyons, c'est pas vrai. Donc, les gens qui disaient ça disaient des faussetés sur vous sciemment. Est-ce qu'on a voulu vous détruire un peu, vous mettre au rencard? Pas du tout. Je m'en suis pas rendu compte trop, excepté certains intellectuels qui disaient, qui m'ont toujours remis le courrier du cœur sur le nez, alors que moi, j'ai appris à écrire là, que j'ai appris ce qui était le vrai monde, parce que je considérais que je faisais partie quand même, on fait tous partie d'un petit monde, tout petit, et que je savais, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Je savais pas, par exemple, l'inceste, à quel point c'était un fléau dans les campagnes et même dans les villes. Je ne savais pas ça, comment j'aurais pu savoir ça. Alors, j'ai appris dans le courrier que ça existait. J'ai vu à quel point les femmes et les hommes souffraient d'une misère sexuelle. Et si je parle, et on m'accuse encore d'être même encore des journalistes, elles ne parlent que de sexe, c'est que j'ai compris là, pendant 17 ans, à quel point existait chez les Québécois une misère sexuelle, mais épouvantable, dont moi-même je souffrais. Et vous craignez pas de faire la liaison, ça fait partie de votre génie. Hein? Souvent, vous ferez de cette liaison. Vous direz, ah ben moi aussi. Moi aussi. Vous glissez ça, mais c'est pas tout le monde qui ose faire ça. C'est là qu'est le... Mais quand moi, je suis allée à la confesse pour la dernière fois et que le jésuite à qui je me confessais d'avoir empêché la famille m'a dit « Madame, j'ai une solution » parce qu'il m'avait été référé en me disant « Il est extraordinaire, vas-y, puis bon, ça va. » Il y a longtemps de ça. Il m'a dit, alors, tout simplement, vous laissez prendre le plaisir par votre mari et vous n'en prenez pas, comme ça, vous n'avez pas de péché. Mais c'est extraordinaire! J'ai trouvé ça. Je suis sortie de là en disant, mais il me prend pour qui? Et vous êtes allé répéter ça. Et je suis allée répéter ça. Parce que je trouvais qu'on se faisait... Mais qu'est-ce que c'était que ces réponses à une femme? J'en revenais pas. J'en revenais pas. Et dans cette guerre que vous meniez c'est comme si c'était 1-0 pour vous, pas un jésuite de moins, mais enfin un borné de moins. Vous voyez un peu... Oui. Et à un moment donné, vous vous êtes donné ça comme mission et j'imagine que... Je me suis jamais donné de mission. Je ne suis pas quelqu'un qui a un message, qui pense à son message qu'elle va donner. Je cherche moi-même des réponses à mes questions. Et en me les posant, je pense aux autres. Je me dis, je ne dois pas être la seule à me poser ces questions-là. Quand j'élevais mes enfants, puis que j'avais de la difficulté, je me disais, mais comment ça se fait qu'il n'y a personne pour me dire quoi faire? Puis que je ne sais pas comment. Est-ce qu'il faut dire non? Est-ce qu'il faut permettre la drogue? Est-ce qu'il faut qu'ils couchent avec leurs petits amis dans la maison? Je ne savais pas. Alors, j'allais chercher des réponses. Mais pourquoi avez-vous été à peu près la seule à faire ça et peu imitée? D'où vient que dans une société tellement médiatisée, supposément tellement médiatisée... Je ne sais pas. J'ai peut-être plus de culot. J'ai peut-être...
Je ne le sais pas pourquoi. Vous me posez une question, je ne le sais pas. Je viens d'écrire avec un grand A sur quelque chose qui, moi, me trouble beaucoup. J'ai peur d'être vieille et gaga. J'ai peur que plus personne veuille me voir, que mes enfants se trouvent des raisons pour ne pas venir me voir. J'ai peur de ça. Et l'idée du suicide me passe par la tête. Je me dis, mon Dieu, avant d'en arriver là, ce serait peut-être bien. Bien, j'ai exploré complètement cette avenue-là et j'ai écrit 2 heures sur le suicide des personnes âgées. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Ça passe en février, je ne le sais pas. Mais moi, j'ai eu besoin. Et j'ai eu besoin de partager ça avec d'autres personnes âgées qui, comme moi, se posent des questions. C'est pas vrai qu'on se dit nos enfants vont nous garder, puis tout ça. On sait très bien que c'est pas vrai. C'est un problème que j'ai, moi. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le pari que vous prenez, parce que vous savez, vous dites, je ne dois pas être la seule à qui telle ou telle chose se passe. Bon, donc je vais parler de ça, je vais être dans le vrai, et advienne que pourra... Quitte à en déranger plusieurs. Oui, ou quitte encore, parlons par exemple de suicide, quitte à ce que est-ce que peut-être vous préveniez, ou au contraire, que c'est l'effet opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez tout un pari. Je prends le pari. Et vous vivez avec ça ensuite? Oui, je prends le pari et je vis avec ça ensuite. Cependant, je suis très habile. Je suis habile. Quand j'écris un texte, et j'écris toujours des textes comme ça, que ce soit sur la sexualité, je vais d'abord consulter. Comme là, j'ai consulté des bioéthiciens. Et je leur ai demandé, j'ai rencontré le monsieur qui s'occupe du Centre des poisons. J'ai dit, est-ce qu'il y en a tant que ça, des suicides chez les personnes âgées? Alors, il m'a dit, mais déguisé, mais oui, toutes ces pilules que les vieillards prennent mêlées, c'est une forme de suicide. Et c'est après ça que je peux arriver en prenant moins de risques, surtout qu'on va en parler dans un parler pour parler après. Alors, j'ai beaucoup de sécurité à ce moment-là. Et donc, vous n'êtes pas du tout ce qu'on pourrait... Une version rassurante de Jeannette Bertrand dans l'esprit des gens, c'est celle qui va nous arranger ça. Non. Vous ouvrez des portes où il n'y a peut-être rien à... Mais à parler pour parler, il n'y a oui. jamais de réponse. Ce sont les gens eux-mêmes. Il n'y a pas de réponse. On commence une discussion, puis ce sont les gens chez eux qui continuent à discuter. D'ailleurs, le compliment, le plus grand compliment, c'est quand je prends beaucoup de taxis et que le chauffeur de taxi me regarde puis il me dit « Vous, que je vous haïs ». Je dis toujours pourquoi. Il me dit « Parce qu'hier soir, vendredi, jusqu'à 2 heures du matin, ma femme puis moi, on a discuté ». Ça, moi, je suis ravie. C'est ça le but de ma vie, c'est de faire se parler les gens entre eux. Mais le poids doit être lourd à l'occasion. Je prends un exemple là, qui me vient à l'esprit. Ces 2 merveilleux théâtres que vous avez écrits avec un grand A sur l'alcoolisme des femmes, Monique Miller qui donne une performance magistrale. Il y a tout de même un épilogue. Un auteur aurait pu... c'était pas forcément dans la logique du théâtre. Vous l'avez mis pourquoi? Un peu pour rassurer, pour dire ça s'arrange. Pas pour rassurer. Parce que je suis très, très au courant. C'est que je suis très renseignée. Je suis très au courant des alcooliques anonymes, par exemple. Et je sais, et je connais beaucoup de gens qui sont des alcooliques anonymes, et je sais qu'il y a un espoir, et je le donne, cet espoir-là. On peut retomber. Quand il y en a un, vous le donnerez tout de même. Quand il y en a un, je le donne, oui. Et trouvez-vous... Reparlons de la profession que nous partageons tous les deux. Je me rappelle d'avoir lu un texte de vous devant un congrès de journalistes, je crois, très simple, toujours comme vous êtes. Bonjour, j'étais journaliste sans le savoir, comme M. Jourdain. Est-ce que vous trouvez que nous sommes loin des choses vitales? Je regarde un peu les sujets de Parler pour parler. Ils sont impeccablement dans le vrai, toujours. Trouvez-vous que vous êtes encore la seule à faire ça? On me copie de plus en plus. Mais c'est dangereux faire ça. C'est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est que j'ai appris, parce que j'ai fait TELAIDE pendant 1 an, et je remercie, je profite de l'occasion pour remercier TELAIDE, qui m'a permis d'être écoutante. J'ai été écoutante de nuit pendant 1 année, et j'ai appris là énormément. J'ai appris à écouter les autres et à ne pas porter de jugement. Quand tu es écoutante à TELAIDE, tu ne portes jamais de jugement. Jamais. Et ça, c'est difficile pour un intervieweur, de ne pas porter de jugement. Et moi, je n'en porte jamais. Mais
En plus, vous aimez, j'ai l'impression, vous êtes une humaniste, vous aimez ces gens-là et ça, vous ne le cachez pas. Tout à C'est un fait. acquis. Quand vous dites on vous aimez, toute la télévision nord-américaine qui s'en va un peu vers le vrai, sans doute, mais d'une façon spectaculaire, ça, vous n'avez sûrement pas beaucoup de sympathie parce que là, il y a... Ben, c'est parce que le rêve américain, bon, j'ai un ami qui est un des top 20 writers aux États-Unis qui me dit, T'es avec un grand A ne peuvent pas passer aux États-Unis parce que c'est trop... Ils veulent pas ça. Ils veulent le rêve américain. Le rêve américain, c'est que par une blague, tout peut s'arranger. Le rêve américain, c'est Dallas, c'est Dynasty, enfin, moi, je ne comprends pas ça, le rêve américain. Je ne suis pas du tout américaine dans ce sens-là. Moi, je pense que notre télévision au Québec, c'est une télévision de miroir, une télévision de recherche, où les gens... On est un peuple adolescent, on a 300 ans, on a besoin encore, comme les adolescents, on est en crise d'identité, on ne sait pas qui on est, et d'entendre des sujets comme j'ai, moi, bien, on s'identifie à ça. On dit, mais mon Dieu, moi, je n'oserais pas de demander ça, mais bon, ça doit être ça. C'est un phénomène d'identification, de crise Mais je pensais aux invités, aux dates des fictions. Géraldo, par exemple, lui aussi, il ferait des orphelins torturés à l'orphelinat, il ferait des victimes de viol, mais parce que c'est un spectacle, il ne s'en cacherait pas d'ailleurs. Vous, ces gens-là ne viendraient pas vous voir s'ils n'avaient pas la conviction que vous les aimez d'emblée. Mais quand j'ai des prostituées qui viennent et que mes recherchistes vont trouver sur la rue et pour lui dire, voulez-vous passer à Jeannette, parce que ça s'appelle à Jeannette, finalement, l'émission, ils disent, on ne passerait jamais aucune émission. Jeannette, on sait qu'elle nous aime. Les clochards, ils connaissaient l'émission. Alors, ils ont dit, « Ah, Jeannette, c'est correct, parce qu'on sait qu'elle ne nous chicanera pas. » Et je les ai écoutés, les clochards. J'écoute un joueur, j'écoute un... Bon, je les écoute. Jamais je pose un jugement. J'ai appris ça à télé, à ne pas poser de jugement. De retour à l'instant à cette merveilleuse rencontre avec Jeannette Bertrand. De retour à cette rencontre avec une des grandes dames de notre télévision, Jeannette Bertrand, dont nous cherchons, sans jeu de mots, la recette. Et Jeannette, il y a une chose qui me fascine, mais dont je ne trouve pas la réponse non plus dans le dossier. Chez vous, avec toute cette sensibilité et cet éveil à la souffrance des autres, il doit y avoir aussi nécessairement de la pudeur. Et pourtant, il y a comme une bougie d'allumage. La pudeur serait l'espace que vous comblez qu'une étincelle. Vous arrivez tout le temps à parler de vous quand c'est nécessaire pour faire sortir les choses. Parce que je suis une femme et que les femmes, on est comme ça. On n'a pas l'orgueil des mâles. Les hommes doivent constamment protéger leur image. Je les plains d'ailleurs, ça doit être terrible. Protéger leur... Il faut qu'ils portent un costume. Moi, j'en ai pas de costume. Moi, ça me fait rien d'être tout nu. Quand j'ai fait la Ligue d'improvisation, je suis allée me jeter dans l'enfer. On m'avait prévenu, tu ne peux plus rien cacher, t'improvises. Puis je disais, ben oui, mais j'ai rien à cacher. Si j'avais été un homme, j'aurais dit, non, il faut que je garde mon respect humain. Les hommes, je pense, ont beaucoup de difficultés à se mettre à nu. Les femmes, non. On parle plus volontiers de nous. C'est pas un jugement de valeur que je porte. Oui. C'est comme ça, c'est le conditionnement qui a été fait mais comme n'importe qui de sensible, et on le voit par la qualité de votre travail, vous voulez bien faire, donc vous voulez éviter le ridicule, vous voulez éviter l'échec. Donc, il y a tout de même là, à un moment donné, vous avez découvert que ce qu'il y avait de plus utile, c'était de parler de vous. C'est pas venu... C'est vraiment pas calculé. J'ai toujours... Je me souviens, à l'époque où je faisais de la radio, avant la télévision, où je disais que j'étais tannée des enfants. Et ça se disait pas à l'époque. Et que les femmes m'écrivaient pour me dire, mais c'est la première fois qu'on entend ça, qu'un autre, que moi, puisse être tannée des enfants. Ben oui, j'étais tannée des enfants. Bon, puis je le disais, je sais pas, ce n'est pas un calcul. Je suis faite comme ça, je suis comme ça. Puis, bon, ceux qui ne m'aiment pas, ils ne m'aiment vraiment pas, mais ceux qui m'aiment, ils acceptent ça, que je sois comme ça. Toujours vrai. Bon, est-ce qu'il y a des choix à l'intérieur de ça? Est-ce qu'il y a des zones à protéger à tout prix? Par exemple, et si c'en est une, je ne vais pas entrer sur ce terrain, mais dans cette masse, parce que vous avez beaucoup fait de choses, de textes, je trouve souvent vous faites des affirmations sur votre séparation, mais jamais d'explication. Et je me suis dit, tiens, en voilà un cas où ça fait peut-être trop mal. C'est tout simplement parce qu'une séparation, on est deux. Et que je ne veux pas accuser ou récriminer ou donner des explications qui pourraient faire de la peine
à mon ex-mari, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et la séparation, c'est comme toutes les séparations. C'est qu'à un moment donné, on se marie, on est très jeune, et puis, on pense les mêmes choses, et puis tout à coup, moi, j'ai pris une direction, j'ai évolué dans un sens, et que ce sens-là, ben ça ne marchait plus. C'est tout simplement. Donc, si cela n'existait pas, pour quelque raison que ce soit, vous pourriez même si c'est très douloureux, C'est pour pas des douloureux. raisons... Non? Ce n'est plus douloureux, non. C'est tout simplement que je veux pas, je veux pas accuser, je veux pas... c'est très, très difficile d'expliquer une séparation, puis je veux pas mentir. Je veux pas dire on se sépare à l'amiable, ce qui est pas vrai. Je veux pas mentir là-dessus. Et pour protéger un homme avec qui j'ai vécu très longtemps et que j'ai beaucoup aimé, ben j'aime mieux pas en parler, tout simplement. Et la franchise dans le vocabulaire, on va changer de registre. Okay. La franchise dans le vocabulaire qui vous a parfois été reprochée, mais qui est aussi une de vos richesses et une de vos... Vous avez été pionnière là-dedans. Je regardais un exemple tout récent, qui est ce reportage d'Actuel l'an dernier sur les femmes avec des hommes plus jeunes. Et vous donnez une entrevue là-dedans, vous vous prêtez à ça. Et ce qui m'a frappé, c'est le petit bout de phrase. Vous expliquez à la journaliste qui vous interviewe, ben oui, c'est comme ça, les gens pensent qu'une femme plus âgée ne devrait pas parce que ça veut dire qu'elle fait l'amour. Et moi, je le fais, et ainsi de suite. Et moi, je le fais. Ce petit bout de phrase, j'ai l'impression que vous mettez ça pour rentrer le clou, pour être bien certain que vous ferez avancer le débat. Vous utilisez votre intimité et un vocabulaire très franc par un certain courage professionnel, en effet. Là, vous me prêtez des intentions que... Vous me posez une question, je ne réfléchis pas. Vous m'avez parlé de ma séparation, je n'ai pas dit, là, il faut que je protège mon image, il faut que je vous réponds. Avec le plus de franchise possible. On me posait cette question-là. Je sais que ce qui dérange les femmes de mon âge, qui me regardent, et moi, je souhaite à toutes les femmes un homme plus jeune. C'est merveilleux. Alors, et c'est ça qu'elles pensent. Et ça paraît dans leurs yeux quand elles me regardent. Je l'ai dit, mais tout simplement pour le dire, pas pour rentrer le clou. Mais la phrase se tenait sans ça. Vous avez mis ça, c'est un petit piment, là. Et là, les yeux se dessillent. Les gens disent, ma foi, c'est très vrai ce qu'elle dit. Parce que ça ne fait pas partie de votre style, à tout le moins? Est-ce que j'ai un style? Oui. J'ai un style. J'aimerais ça, moi aussi, prendre le temps de regarder mes émissions pour voir si j'ai un style. J'ai un style. Bon, peut-être que j'ai un style, peut-être que je rentre le clou, peut-être bien. Je le fais pas. C'est pas calculé. C'est pas calculé. Et il y a des moteurs aussi, comme dans toute vie, sur lesquels vous vous êtes à l'occasion prononcé. Vous avez identifié des choses qui sont des choses graves. Par exemple, la mort de votre père avant que votre carrière ne soit vraiment entamée. Et vous me disiez tantôt... La mort de ma mère avant que ma carrière... Mon père est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Mais vous vouliez prouver à votre père... Ah oui, j'ai toujours voulu prouver à mon père qu'une fille, ça valait quelque chose. Mais s'il est mort plus tard, vous l'avez amplement prouvé? Il ne me l'a pas dit. Il n'a pas été capable de me le dire. Du temps que j'écrivais Grand-Papa, il m'appelait pour me dire... il me disait pas, c'est bon. Il n'a pas été capable. Il n'était pas de la génération qui fait des compliments. C'est un homme que j'ai adoré, qui était un homme formidable, incapable de faire un compliment à une fille. Comme d'ailleurs les sœurs, comme d'ailleurs nos mères. On ne faisait pas un compliment ni aux garçons. Il était pour s'enfler la tête. Alors, on ne faisait pas de compliments. Et moi, ça m'a beaucoup manqué, cet encouragement-là. Et il se vantait de moi à tout le monde. Mais moi, il n'était pas capable de dire que j'avais du talent. Et vos idées n'étaient pas les siennes, donc, non. Sur les femmes. Donc, c'est une carrière pour votre père et contre votre père, à la fois. Oui, prouver à mon père qu'une fille, ça vaut quelque chose. Et des fois, je me dis, mais quand est-ce que je vais arrêter de prouver? Quand est-ce que je vais arrêter de prouver? Il est mort. Je me suis beaucoup... Bon, je ne m'étais pas chicanée avec lui, mais je lui ai parlé par après. Je me souviens, sur le quai à la pêche, j'y ai parlé. Et puis, il n'en revenait pas. Il me disait, t'es sûre que j'étais comme ça? T'es sûre que je te donnais pas d'argent parce que tu étais une fille? Je dis, non, papa. Puis, il ne comprenait pas qu'il avait été comme ça, parce qu'il était conditionné. Les hommes de cette époque-là étaient conditionnés à ne pas trouver qu'une femme, c'était important. Mais est-ce qu'il est même possible, je pense, je ne sais pas, il me vient une image, le père de Grace Kelly. Ouais. Ça me vient à l'instant, et on dit qu'il n'était même pas impressionné de la fabuleuse carrière que sa fille avait faite. Est-ce que c'est le cas de votre père? Je pense que c'est le cas. Il l'était, il s'en vantait aux autres.
Je suis le père de Jeannette Bertrand, mais à moi, il n'était pas capable de dire « que c'est bon ce que tu écris, t'es bonne ». J'aurais donc aimé ça qu'ils me disent « t'es bonne ». Il n'a pas été capable. Il est mort sans me le dire. Et votre mère n'a pas créé le même besoin chez vous? Non, ou est-ce que vous l'avez non, simplement... Non, non. Ma mère était de ces femmes qui à l'époque, ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas faire autre chose qu'élever des enfants. Elle n'aimait pas beaucoup ça. Alors, elle a été malade toute sa vie. Bon. Et puis, là aussi, j'avais avec mon père. Alors, j'ai voulu lui prouver beaucoup de choses. Et puis, je continue à prouver ça. Je continue encore. J'ai une motivation dans ma vie. Prouver qu'une fille, ça vaut quelque chose. Mais l'absence de relation, je ne vais pas faire de freudisme, mais l'absence de relation avec la mère, ça ne crée pas, par contre, comme une volonté de compensation? Mais c'est sûr que je pense que ce qui m'a manqué le plus, ça a été d'avoir l'amour d'une mère. Je pense qu'on a énormément de problèmes que j'ai et que j'ai eus. Et vous savez, je peux vous en parler sans pleurer cette année. J'étais incapable. Un jour, Dominique m'a demandé, « Dis donc, maman, as-tu une mère, toi? » Or, elle est morte, j'avais 20 ans. Je l'avais occultée. J'avais fait comme si elle n'existait pas. Et j'ai beaucoup de difficultés à en parler parce que quand ta mère t'a pas aimé, ta propre mère, c'est que tu n'es pas aimable quelque part. C'est que personne ne peut t'aimer. Et j'y pense, vous avez frôlé la mort, tuberculeuse, et vous aviez contracté ça de votre mère? Oui, je l'avais contracté de ma mère, oui. Beau cas de psychiatre, hein? Oui, et ça aussi, ça crée, on dit que frôler la mort jeune, c'est inoubliable et ça crée une volonté d'accomplir à tout prix et rapidement. Accomplir à tout prix, faire autre chose. Bon, elle est morte l'année que j'étais au sanatorium. Et quand mon père est venu me sortir du sanatorium, ben c'était fini. Je n'ai plus jamais fait de tuberculose parce que je me disais, il faut... Moi, j'ai tout essayé, être comme ma mère, plaire à mon père. J'ai été ballottée. Mais ça a donné ce que je suis, avec les faiblesses que j'ai. Et ce désir que j'ai eu quand on parlait de premier mariage, je suis sûre que j'ai marié ma mère, que j'ai marié un autre homme qui est inaccessible, mais que je me suis dit, lui, je vais l'avoir. Mais je sais ça maintenant, je ne savais pas. Et aujourd'hui, diriez-vous, c'était une vaste erreur? C'était une vaste erreur. Maintenant, j'ai trouvé un homme qui me donne ce que ma mère ne m'a pas donné. Enfin, je l'ai. Mais ça prend du temps, ça. Parce que je pensais... De tout comprendre ça prend des années. Mais encore une fois, je pensais à votre théâtre sur les femmes et l'alcoolisme. Ouais. Ces deux adultes qui se disent finalement, on ne s'est pas rencontrés et qui sont d'ailleurs à la veille de se séparer. C'est une cérémonie des adieux. Quand vous regardez toutes ces années-là, qui pourtant ont été dans l'imaginaire collectif, ici, quelle famille et tout, vous vous dites que c'était pas ça? C'était pas vraiment ça? J'étais heureuse parce que je faisais la conquête d'un iceberg. On est heureux quand on fait une conquête. Mais à un moment donné, tu te dis, il n'y a rien à faire. J'étais heureuse de faire la conquête. Je ne fais plus la conquête des icebergs. C'est fini. Alors, je me laisse aimer maintenant. Mais il y a eu un réveil, alors. Il y a eu quelque chose quand on s'aperçoit qu'on Vous s'est êtes en train de trompé. faire du parler pour parler! C'est un honneur que vous me faites, mais parce que je veux aller au fond de ça, simplement parce que c'est bien sûr qu'il y a beaucoup d'énergie chez vous, mais il y a certainement autre chose. Il y a beaucoup de douleur. Oui. Il y a beaucoup de douleur. Je suis quelqu'un de douloureux, qui a des dents épouvantables, qui durent très, très peu de temps et qui veut tout lâcher constamment, qui doute beaucoup de son talent. Cet été, j'ai essayé, je travaille et puis je me trouve pas bonne. Je me trouve pas bonne. Alors, c'est toute mon enfance qui revient. T'es pas bonne, tu vaux pas grand-chose. T'es une vaste fumisterie. Un jour, on va découvrir que t'es une vaste fumisterie, que t'as pas vraiment beaucoup de talent. Puis bon, ça... Et puis, tout à coup... Mais ça doit vous reprécipiter vers le public, justement, qui est un peu votre vrai quelle famille. C'est le public qui m'aime. Le public qui m'aime, le monde qui m'aime et qui me le dit et qui vient me le dire. Qui vient me le dire. Des fois, je vais faire mon marché, puis je me dis, mon Dieu, y en a-tu une qui va venir me serrer le bras? J'ai besoin d'amour. Est-ce que vous ne pensez pas que tous les comédiens au monde ont besoin d'amour? Que vous-même, vous avez besoin d'amour? On ne ferait pas ce métier-là si on n'avait pas besoin d'être constamment rassuré
par le public. Et le fait que cette merveilleuse technologie de la lentille nous le donne en de très gros chiffres, ça, j'ai l'impression que en soi, ça ne vous atteint pas. Ça vous prend l'individu à l'épicerie. Ça me prend... Non. Le chiffre, c'est pas vrai, ça, le chiffre-là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le monde. Le monde, le chauffeur de taxi, la commis chez Eaton, qui vient me dire, vous m'avez aidé dans mon divorce, ça, c'est ça ma récompense, c'est ça, c'est avec ça que je vis, c'est mon carburant. Et je peux pas... je le dis, pourquoi je le dirais pas? Et est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, cependant, ce qui doit être aussi un peu douloureux, c'est les gens vont venir vous voir et dire ah, « vous m'avez aidé, grâce à vous, j'ai fait ci, grâce à vous, j'ai fait ça ». Mais personne ne va vous offrir spontanément son appui. Vous êtes toujours au service du public. Non, moi, j'ai eu de l'appui. J'ai eu de l'appui. Moi, j'ai consulté beaucoup. Psychiatre, psychologue, sexologue. Moi, je consulte. J'ai consulté pour mes enfants. J'ai toujours consulté. Et moi, j'ai eu de l'appui. Il y a des gens qui m'ont aidé. J'ai des amis de filles, moi, de 35 ans, qui m'aident. Moi, j'ai besoin des autres et je demande conseil. Et l'admiration pour votre personnage ne vous isole pas. Ils ne se disent pas, ben Jeannette, non. Vous êtes encore bien réelle pour eux, là. Ben, je pense, oui. C'est très facile de me prendre pour réelle. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer. Je vais ajouter que la panthère n'est pas du tout grise, mais bien rose. Merci, Jeannette. Continuez, ça a été formidable. Nous revenons à l'instant avec notre adresse pour le courrier.